parler de quelques mots sur Smile. Donc pour ceux qui découvrent, ça va être donc assez intéressant. Pour ceux qui connaissent déjà, ça sera un petit rappel. Donc, en quelques mots, Smile aujourd'hui en termes de projet énergétique, on est à juin 2020 à 74 projets. Depuis quelques mois, nous avons près de 83 projets qui sont homologués Smile. Et donc, ils sont répartis autour de 5 thématiques principales: données et consommateurs, smart hill, autoconsommation collective et smart building, mobilité durable et réseau et smart territoire. Donc ça touche aussi bien donc des sujets autour de la flexibilité, de stockage, autour de la donnée, comme on le disait, autour de l'intégration donc de mobilité électrique, hydrogène, et au développement des infrastructures associées. Ça touche aussi sur la partie donc évolution des réseaux, les raccordements nouveaux pour intégrer ces nouvelles charges électriques sur le réseau électrique, ou l'intégration donc de biogaz sur le réseau énergétique gaz. Et puis, donc tout ça nous permet aujourd'hui de développer ces projets rassemblant aujourd'hui près de 300 acteurs, et ces acteurs étant à 47 donc sur des projets qui sont donc coportés, donc à minimum avec deux participants, entreprises, parfois collectivités. Sur ces 300 participants dans les projets, on a quand même 68 qui sont des entreprises. Ça intègre, comme je le disais, des solutions ou des produits, services, briques technologiques autour des thématiques que je viens de citer. Et puis, sachez quand même qu'à date, donc à juin 2020, cela représente un investissement public et privé de 262,2 millions d'euros. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces données et ces chiffres qui viennent d'être finalisés, on a mis en ligne sur le site web de Smile ce que l'on appelle un book des projets, qui intègre cette synthèse comment dire, de chiffres et d'informations sur les projets, mais qui donne aussi, alors sur une partie des projets, on en a à peu près 65 qui sont représentés dans ce book des projets, chaque page étant consacrée à un projet, et vous donne un résumé de ce que ce projet, ce que chaque projet donc construit et développe. Un dernier chiffre quand même d'importance, c'est qu'à juin 2020, on avait donc la moitié de ces projets qui sont en service et qui commencent à donner donc des résultats après quelques semaines, mois ou années d'exploitation. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler sur ce premier point d'étape qu'on vous présente dans ce book des projets. Donc ça, c'était pour vous donner un petit éclairage. En complément, Smile, donc c'est pas uniquement un recensement de projets, ainsi qu'une valorisation des données que je viens de vous citer, mais c'est aussi un dispositif dans lequel, en Pays de la Loire, Eric et moi-même travaillons à accompagner au développement de ces projets. Et nous avons donc mis en place une offre de service qui consiste, nous, au sein de la coordination, à déjà réceptionner votre projet, à l'étudier avec vous, à éventuellement faire des mises en relation lorsque vous cherchez des compétences complémentaires, par exemple, à identifier vos besoins pour que ce projet voit le jour. Et on s'appuie aussi dans ce cadre-là à différents groupes experts qui ont été mis en place dans Smile. Donc un groupe expert scientifique et technique qui est donc coporté par les pôles de compétitivité, imagerie réseau et S22, qui donc ont un rôle d'accompagnement pour toute la partie donc technique et technologique des projets. Et puis, on a un groupe expert financier qui va donc regarder le projet dans ses besoins de financement, mais aussi dans la modélisation financière de ces derniers, pour donc s'assurer qu'à terme, ce projet soit pérenne et viable économiquement. Et puis enfin, on a un groupe expert territoire usager citoyen qui a une casquette surtout orientée sur l'intégration d'accompagnement dans le domaine de l'acceptabilité sociétale, et aussi donc de l'intégration de l'usager dans le projet et comment ce projet est perçu par l'usager. Donc voilà pour les quelques mots. On a aussi en parallèle de cette offre service des travaux ponctuels sur les aspects juridiques. Mais pour l'instant, c'est un peu du sur-mesure à ce stade. Donc sachez que dans le cadre de cet appel à projet qui est donc porté par la région Pays de la Loire et qui va vous être présenté incessamment sous peu par nos interlocuteurs de la région, on est en mesure donc
de vous accompagner si besoin pour que ces projets soient déposés dans le cadre de cet appel à projet. Donc, je vais donner la parole maintenant à Thomas Platte de la région des Pays de la Loire et qui va se présenter et qui voudra du coup vous présenter plus en détail cet appel à projet. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Rachel pour l'organisation du webinaire et puis pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Oui, a Donc, priori. oui, c'est bon, Thomas. Donc je suis avec Aurélien Baggio avec qui on suit tous les deux cet appel à projet. Et donc moi donc un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Je suis chargé de programme développement des énergies renouvelables et Aurélien, lui, il suit tout ce qui est réseau énergétique intelligent, stockage, notamment hydrogène. Et donc c'est l'interlocuteur Smile, donc vous le connaissez aussi probablement. Euh, Vous avez peut-être déjà reçu le cahier des charges. Il y a pas dans la présentation de ce matin, il n'y a pas un grand mystère par rapport à ce qu'il y a dans le cahier des charges. Si vous avez des questions, bien sûr, on est là pour ça. Donc, je vais peut-être commencer par un petit point de contexte sur le dispositif. Euh, on- Nous, au niveau régional, on a une feuille de route sur la transition énergétique, voilà, qui cadre un peu nos ambitions sur la période 2017-2021, qui était notamment de tripler les énergies renouvelables et de le faire en lien avec la consommation, puisque il y a d'autres axes de cette feuille de route qui concernent les réseaux énergétiques intelligents, le stockage et les usages innovants. Donc ça, c'est notre contexte d'intervention. On avait déjà lancé un appel à projet il y a 2 ans qui était plus ciblé sur l'EPV en autoconsommation. Donc là, on est un peu dans la continuité, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Donc bien sûr, le contexte de notre intervention, c'est aussi Smile, et Rachel a bien présenté la finalité et les avantages du programme Smile. Il y a un petit point de contexte que j'ai pas rappelé dans le PowerPoint, mais qui est important quand même parce qu'il nous permet de mobiliser des crédits. Cet appel à projet, il a été voté en juillet dans le cadre du plan de relance régional dans le contexte sanitaire. Donc, on l'a vraiment aussi orienté dans une optique rebond économique et transition énergétique. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de soutenir le développement de solutions innovantes relatives à la production et à la gestion intelligente des énergies renouvelables. Donc, clairement, de lier une production à un besoin, à une transformation innovante, à un mode de stockage. Donc, bon, il y a ce petit schéma qui reprend un peu toutes les briques qui pourraient être concernées par l'appel à projet, y compris la brique transversale gestion intelligente de l'énergie. Euh, donc, si on rentre un peu plus dans le fond du sujet, on est resté assez large sur les types de projets ciblés. Euh, L'idée, c'est si on a un projet qui a un caractère novateur sur un maillon de la chaîne, même si le reste des solutions est assez classique, ça nous intéresse. Ou à l'inverse, même s'il n'y a pas une innovation technique majeure sur une brique, mais que l'agencement de ces différentes briques rend la chose innovante, ça nous intéresse aussi. Donc voilà, on aura vraiment une analyse au cas par cas des projets. C'est peut-être que la formulation du cahier des charges, elle rend pas le positionnement évident ou la compréhension évidente de ce qui est attendu, mais voilà, l'idée c'était d'être assez large dans la formulation pour voir un peu ce qui peut en sortir. Euh, voilà, globalement. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Voilà, c'est des projets qui testent un mix de sources d'énergie renouvelables qui permettent soit de gérer un peu l'intermittence ou vraiment de répondre à des usages spécifiques. Euh, des projets qui sont couplés à une autoconsommation collective importante.
des projets qui mettent, là on est plutôt dans le registre d'une brique innovante, c'est-à-dire par exemple un stockage hydrogène, voilà, ou un pilotage qui permet de maximiser vraiment l'autoconso. Donc ça, on est assez ouvert. On aura une analyse un peu au cas par cas des projets. Donc là, on vous a listé les critères de sélection sur lesquels se fondera cette analyse. Donc bon, vous les avez probablement lu. De toute façon, on vous renverra si vous n'avez pas eu le cahier des charges et la présentation. Dans ces critères, voilà, on fera une analyse au cas par cas de la viabilité technique et économique du projet. Aussi, on sera attentif à avoir des projets opérationnels dans un court ou moyen terme. Voilà, donc le délai de déploiement. Sinon, peut-être qu'on les gardera un peu de côté, ceux qui ne seront pas prêts à démarrer, pour pouvoir les soutenir lors d'une phase ultérieure de sélection. Voilà, puis après, c'était un peu ce qu'on vous listait dans la finalité, c'est-à-dire, bah, s'il y a plusieurs sources ENR, et si elles sont adaptées aux besoins, à l'usage qui en est fait, c'est un plus. Voilà, sur l'innovation, alors on ne cherche pas nécessairement une innovation, en phase vraiment recherche-innovation. On est plutôt dans l'ordre de la mise en œuvre de techniques. Je sais plus, je pense que dans l'appel à projet, on avait fléché un TRL qui était supérieur à 6. Voilà, enfin, bon, on s'interdit pas d'aller sur d'autres projets, mais c'était un peu l'esprit. Après, voilà, des critères sur le taux d'autoconso, sur le taux d'autoproduction, sur le portage en lui-même, le nombre de porteurs, la complexité, l'association publique-privée, enfin le coportage, ce que citait Rachel, c'est vrai que c'est important aussi. Et puis, voilà, encore des critères techniques sur le dimensionnement du stockage, la MDE, la gestion de l'énergie. Voilà, puis des critères aussi d'intégration, et dans l'écosystème, et dans le territoire, parce que ça, au niveau des ENR, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à mesure qu'elle se massifie, que ce soit sur l'éolien. Bon, ça, c'est pas nouveau, l'acceptabilité du déploiement éolien, mais de plus en plus aussi sur d'autres ENR. Je pense à la méta ou au bois énergie. Donc voilà, s'il y a un vrai travail d'appropriation par les acteurs du territoire du projet, ce sera aussi évalué. Et donc, en corollaire aussi, l'impact environnemental du projet. Et on sera attentif, à pouvoir capitaliser sur le projet, donc d'avoir un vrai dispositif de suivi et d'évaluation, parce que l'idée, c'est pas, on n'a pas les fonds non plus pour venir financer massivement des filières, mais voilà, c'est d'avoir des projets un peu qui défrichent et qui permettent une réplicabilité. Donc, on sera très intéressé d'avoir les retours du projet. Donc, on a mis aussi comme critère une attention particulière portée au projet Smile. C'est vrai que nous, c'est la méthode Smile, l'accompagnement Smile, c'est quelque chose qu'on entend valoriser. Donc, les projets homologués Smile ou accompagnés par Smile, seront étudiés tout particulièrement. Mais au-delà de Smile, on vous encourage aussi à échanger avec des structures un petit peu d'animation collective. Je vois qu'autour de la table, il y a des représentants d'Atlanson, d'S2E2, du collège TES. Toutes ces démarches-là, c'est des démarches qui nous paraissent intéressantes, et qu'on appuie. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de ces acteurs. Rachel, tu voulais compléter?
Non, je voulais juste dire qu'il y avait une question là sur le chat qui faisait référence aux critères de sélection et je proposais que tu y répondes dans l'immédiat, si ça te convient. Nous avons donc Adrien Tuffreau qui pose la question de la possibilité de préciser le caractère innovant des systèmes de stockage Mhm. et concrètement, qu'est-ce qui y entre ou non? Donc, est-ce que tu peux apporter un éclairage un peu sur cet aspect? Ouais, Alors, alors sur le stockage, je vais peut-être laisser Aurélien oui, répondre. bonjour à tous. Alors effectivement, Thomas a balayé l'ensemble de l'appel à projet. Et comme vous avez pu le voir, du coup, on n'a pas justement précisé précisément ces éléments. On voulait un appel à projet qui était ouvert. Donc on n'a pas défini, comme ça a pu être fait peut-être précédemment, on avait lancé un appel à projet énergie durable avec l'ADEME il y a 2 ans, sur lequel on avait des critères techniques qui étaient vraiment très définis. Et là, c'est plutôt un appel à projet ouvert. Donc, on va dire le caractère innovant aujourd'hui, il s'inscrit vraiment dans cette démarche de mieux intégrer les énergies renouvelables dans l'optimisation et la gestion énergétique. Donc, l'idée, c'est de présenter un projet qui développe et innove sur ces éléments-là, mais on n'a pas aujourd'hui posé de caractère technique précis. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair du coup, mais voilà, il n'y a pas de définition précise aujourd'hui du caractère innovant. C'est bien des choses qui aujourd'hui, soit une brique technologique précise qui est aujourd'hui pas en place et sur lequel on a la possibilité de la tester, soit vraiment un ensemble d'éléments qui font qu'on n'a pas une brique technologique particulièrement innovante. Par contre, l'ensemble du développement du projet, qui s'inscrit dans toutes les phases qu'a expliqué Thomas, rendre ce projet particulièrement innovant et aujourd'hui peu développé et peu mis en place, mis en œuvre en France. Et peut-être sur le stockage, sur le caractère d'innovation, bah, clairement, enfin, par exemple, un stockage à base d'hydrogène sera probablement considéré comme plus innovant qu'un stockage électrochimique un peu classique, sauf à démontrer voilà, une innovation, soit dans la technologie mise en œuvre au niveau batterie électrochimique, ou parce que bah, ce serait bah, j'ai en tête un projet qu'on a soutenu dans le cadre de l'appel à projet 2018 où finalement il y avait des batteries qui étaient plus suffisamment performantes pour un usage mobilité, mais pour un stockage temporaire stationnaire en lien avec du PV faisaient encore l'affaire et donc qui ont été réadaptés. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on pourra regarder. Voilà, je ne sais pas, Adrien, si ça répond. Peut-être pas suffisamment, mais c'est vrai qu'on est assez ouvert sur l'appel à projet. Je pense que tu peux continuer, Thomas, et puis si, s'il y a d'autres questions Ouais, qui sont relatives à ça, on essaiera de les traiter, soit au fil de l'eau, quand ça correspond comme ça, soit en fin de présentation. entendu. On a En gros, voilà. parfait. Ouais, du coup, les projets éligibles, enfin les dépenses éligibles, c'est soit des projets qui seraient déjà en phase opérationnelle ou qui savent enfin, qui ont déjà leur dimensionnement. On peut prendre en charge des dépenses d'investissement. Euh, Donc là, ce sera sur la base d'une analyse technico-économique, le taux de subvention. Voilà, on vous encourage à fournir un business plan un peu précis, pour que nous, on puisse dimensionner notre subvention, sachant que dans ce cas-là, le plafond, ce sera 200 000 euros par projet en ce qui concerne l'investissement. Donc, il y a, enfin, toutes les dépenses éligibles, c'est assez large finalement. En fonction du projet, on peut prendre en charge différentes briques, que ce soit dans la production des ENR, leur transformation, le stockage, le pilotage. Voilà, sachant que bah, c'est des coûts qui peuvent monter vite. Donc, l'idée dans le dimensionnement de l'enveloppe, on a, alors c'est pas complètement stabilisé, mais on aurait a priori, enfin on a fléché 1 million d'euros sur cet appel à projet. Donc si on est, voilà, 1 million d'euros, ça fait 10 projets avec un soutien de 100 000 euros ou 5 à 200 000. Donc on sera pas non plus, comme je vous disais, on n'est pas en mesure de massifier au regard de nos budgets et on sera probablement
probablement sélectif sur l'appel à projet. Enfin, on verra en fonction du nombre de projets déposés. Et ce qu'on a souhaité aussi, pour des projets soit qui seraient moins matures ou qui auraient besoin de prendre en charge ces coûts préalables d'ingénierie, c'est une prise en charge d'une partie des études de dimensionnement. Donc là, on a un budget max par projet de 20 000 euros et qui couvre au maximum 70% des coûts. Alors ça, bon là, j'ai pas précisé, mais c'est fonction de l'encadrement communautaire. Donc 70%, ça doit être pour les petites entreprises. On descend à 60 pour les grosses PME et pour les grands groupes, on est à 50. Donc ça, enfin, n'hésitez pas à échanger avec nous tout au long de votre projet, même en amont du dépôt pour vérifier un petit peu ce qui semble éligible ou pas. Voilà, on est à votre disposition, que ce soit Aurélien ou moi. Donc peut-être on peut passer sur les modalités de dépôt. Donc ça, c'est pareil, vous retrouverez toutes les infos dans l'appel à projet. Il y a un ensemble de pièces administratives dont on a besoin, voilà, conformément à notre règlement budgétaire et financier, on en aura besoin pour pouvoir engager la subvention, enfin voilà, un RIB, des pièces un peu classiques. Et nous, au niveau technique, finalement, c'est ce que je vous ai mis en rouge. D'ailleurs, j'aurais pu mettre aussi l'échéancier de réalisation, mais c'est vraiment, on n'a pas un dossier type. Par contre, on vous demande une note technique quand même assez détaillée qui nous permettent de cocher les différentes cases des critères de sélection, puis de comprendre le projet, son intérêt. Voilà. C'est pareil, hein, c'est assez classique finalement. Et puis entre ça et le budget, ça nous permettra aussi de dimensionner l'aide. Voilà, sur la base d'une analyse technico-économique. Donc bon, c'est pareil, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que l'appel à projet peut couvrir des investissements déjà récemment engagés? Alors effectivement, il y a un critère qui est un peu générique dans nos subventions, c'est qu'on ne peut prendre en compte des dépenses que si elles sont ultérieures au dépôt de la demande de subvention. Donc des dépenses déjà engagées et des investissements déjà réalisés ne pourront pas être pris en charge en tout cas, ne pourront pas être pris en compte dans le calcul des dépenses éligibles. Et puis la logique de l'intervention des aides publiques, c'est que l'aide publique doit être incitative pour que le projet puisse se faire. C'est-à-dire si l'investissement se serait fait sans aide publique, de fait, les règlements européens interdisent l'appui financier. Donc il y a aussi un peu à démontrer la plus-value et l'aide publique nécessaire pour que le projet puisse se faire. Voilà, donc alors les délais sont courts, hein. Vous avez ceux qui ont déjà lu le cahier des charges ont pu le constater. On a passé le cahier des charges de cet appel à projet. Il a été adopté par la session plénière du Conseil régional en juillet. On a une première deadline, un dépôt au 15 octobre 2020. On sait que c'est difficile pour des projets qui seraient encore en émergence de se positionner. Donc on a tout de suite prévu une deuxième vague de dépôt au 15 janvier 2021. Donc voilà, l'idée c'était si on a des projets qui sont déjà bien avancés, bien ébauchés, que la première phase. Alors j'ai un retour. Que la première phase puisse permettre Il y a de quelqu'un les. qui, excusez-moi Thomas, il y a Ouais, quelqu'un qui vient de rentrer dans la conférence, mais il faut couper le micro. J'arrive pas à voir qui c'est, donc si vous pouvez me couper votre micro, ce serait bien. merci. Et voilà, s'il y a des projets qui étaient déjà en cours de montage et que la publication de cet appel à projet leur permet finalement d'accélérer et éventuellement de déposer, que ce soit pour la phase étude ou la phase investissement dès le 15 octobre, les dossiers sont les bienvenus. Donc ça, vous verrez aussi dans le texte de l'appel à projet, il faut envoyer un courrier à la région.
n'hésitez pas, en amont de cette date, à m'adresser à moi ou à Aurélien toutes les demandes, tous les mails que vous voudrez pour qu'on puisse échanger sur votre projet, qu'on sache, nous, anticiper un petit peu les projets qui seront déposés et qu'on puisse un peu voilà, anticiper les choses, éventuellement vous réorienter vers d'autres dispositifs si jamais ils sont plus pertinents que cet appel à projet, vous donner un premier avis technique qui de toute façon préjugera pas la décision des élus, mais voilà. Donc on a ces deux dates. Bon, on peut pas non plus préjuger de l'avenir, mais l'idée c'était quand même de pouvoir le prolonger et le reproduire en 2021. Donc pour l'instant, on a deux dates, mais on a préfléché du budget déjà sur 2021 pour, pour aller les chercher, pour aller financer. Donc je vois en même temps des questions. Donc le type de subvention, c'est de la. A priori, on n'est pas sur des avances remboursables ou du prêt à taux zéro, on est vraiment sur de la subvention classique à fond perdu, entre guillemets. Mais non, pas à fond perdu. Mais après, si la logique du projet nécessite plutôt une avance remboursable, bah, il faudra qu'on l'étudie, nous, au cas par cas. On ne le pratique pas trop, nous, dans notre direction. C'est plutôt nos collègues de la DEI, la direction entreprise innovation, qui le font. Voilà, eux, ils le font pour permettre l'amorçage, notamment pour des entreprises qui se lancent. C'est à étudier, voilà, à étudier avec nous, mais a priori, on est plutôt sur un mode de subvention classique. Un budget type, on n'a pas. L'idée, c'est bien de dresser, d'avoir une liste dépenses-recettes, d'avoir une bonne vue de tous les coûts liés au projet et toutes les recettes qui sont liées, s'il y a d'autres financeurs publics notamment. Ça, c'est important. Alors, une question de Marjolaine sur la maîtrise foncière. Tu peux préciser éventuellement? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ma question, c'est effectivement, alors surtout pour des stades d'études, est-ce que un porteur de projet qui n'a pas la maîtrise foncière de là où il entend implanter son projet, donc il y a une part d'incertitude dessus, est-ce que ce projet peut toutefois être retenu? Alors, en fonction de ce qui sera déposé, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, comme on est aussi attentif à aux délais de réalisation de l'investissement, bah, c'est vrai que si la maîtrise foncière est assurée, c'est aussi un plus de ce point de vue-là. Donc, mais bon, sur l'ensemble des critères, si le projet est vraiment exemplaire et que enfin, il y a déjà des pistes qui montrent que cette maîtrise foncière pourrait être assurée prochainement, c'est pas un critère, en tout cas, d'éligibilité, ce sera un critère de sélection. Oui, j'ai pas répondu sur le taux d'aide aux associations. Là, on est, en fait, les associations enfin, au sens du droit communautaire, elles sont assimilables à des entreprises, donc ce sera en fonction de la taille de l'association aussi. J'ai tendance à dire, pour une petite association, on sera sur du 70% pour la partie études de taux d'aide, mais c'est en fonction de l'association. Oui, une société ne pouvant pas produire de bilan peut participer à l'appel à projet. Adressez-nous le dossier. Enfin, on mettra aussi, on mettra aussi, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je pense que on a notre collègue gestionnaire administrative qui s'appelle Valérie Boulin, qui suivra l'appel à projet et qui pourra vous apporter ces réponses-là. Bien sûr, les sociétés qui viennent de se créer, bah, on n'attendra pas qu'elles nous produisent des bilans qui n'existent pas. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Combien de temps prévu entre le dépôt de projet et la décision politique? Alors, c'est vrai qu'on a toujours un rétro-planning un peu contraignant. On a classiquement entre 2 et 3 mois entre le moment où techniquement, nous, on a fini l'instruction.
on a reçu toutes les pièces et on a produit un rapport. Voilà, entre ce moment-là et le moment où la décision intervient, c'est 2 mois. Donc là, s'il y a un dépôt au 15 octobre, pour qu'on se laisse le temps d'analyser les projets, de tenir un comité de sélection et de proposer techniquement des projets à soutenir, il faut compter 3 mois. Donc, enfin, voilà, il faut compter peut-être mi-novembre. Et si on rajoute 2 mois, ça fait 3. J'aurais tendance à dire, voilà, première CP donc première commission permanente de 2021 pour les projets déposés à l'automne. À quelle échéance? Donc la confirmation des subventions, elle intervient uniquement une fois que le conseil régional, par sa session plénière ou par la commission permanente, a délibéré. Donc c'est la même réponse. Des projets en tiers investissement, a priori oui. Est-ce que, Johan, vous pouvez préciser ce que vous avez en tête? Oui, bonjour. Dans le cas où une entreprise privée investit pour le compte d'un porteur de projet pour financer et exploiter une centrale PV avec du stockage, par exemple, est-ce que ça peut être éligible au dispositif? Alors, dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention, ça va être le porteur qui engage les coûts. Donc, faut voir après le montage. Je pense, moi, on n'a pas de, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'opposition de principe. Ce serait intéressant si qu'on puisse échanger, si vous avez un projet précis, qu'on puisse échanger, que vous nous envoyiez les éléments sur les modalités de montage et que éventuellement nous on puisse en amont du dépôt vérifier la faisabilité, notamment juridique, de venir financer le tiers investisseur. Ok, si c'est le porteur de projet qui bénéficie de l'accompagnement, oui, ça peut se faire, mais on a discuté. Très bien, merci. Thomas, j'ai une question qui m'a été posée par un ou deux participants qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. On dépose un projet sur la faisabilité le 15 octobre. Comme tu le dis, il y a des délais d'instruction assez longs. On réalise cette faisabilité. Entre le délai de réponse et le 15 janvier qui arrive très vite, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir déposer sur la deuxième partie d'investissement au 15 janvier? J'ai l'impression que non. Ouais, effectivement, les dates sont assez rapprochées finalement au regard de notre calendrier institutionnel. J'ai envie. Ouais. A priori, non, parce que je pense, et comme disait Thomas, il faut qu'on ait une session qui affecte les subventions, et je ne pense pas qu'on ait une session avant le 15 janvier. Et en fait, ce qui se passe dans ces dates, c'est que l'appel à projet était prévu pendant le Covid. Et donc voilà, ça passait pour qu'on puisse engager dès 2020, mais là, avec la crise sanitaire, on était obligé à décaler, et du coup, l'appel à projet n'a été voté qu'en juillet, ce qui fait que là, on arrive dans un petit décalage de phase sur le passage des subventions. Donc, on va avoir une petite difficulté effectivement à ce niveau-là. Ouais. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de la capacité du porteur de projet à prendre entre guillemets le risque de la phase 1. Peut-être que, enfin voilà, il y aura des signaux techniques qu'on pourra vous envoyer et à l'issue notamment du comité de sélection. Voilà, ce sera pas c'est pas une instance décisionnaire, mais néanmoins, on pourra indiquer, voilà, si on est très loin du compte ou pas. Et le cas échéant, enfin, moi, je vous encourage, si vous avez des signaux positifs, je vous encourage à engager les études. Mais par contre, si vous voulez sécuriser la subvention, oui, effectivement, ça se goupille pas très bien. Et du coup, il faudra viser une phase ultérieure donc qui n'est pas encore programmée à l'heure actuelle, mais qui est dans les tuyaux pour pouvoir déposer la phase 2. Mais c'est vrai que on n'est pas forcément sur le calendrier qu'on imaginait à l'origine et ça simplifie pas les choses. Merci. Dans le cadre d'un petit
Alors oui, là, il y a une nouvelle question. Là. Dans le cas d'un besoin d'un investissement, notamment en petit matériel roulant, type tracteur, tondeuse électrique d'une collectivité qui n'est pas le porteur mais le partenaire, pour faire fonctionner la partie stockage d'un projet, peut-elle bénéficier d'une partie de l'aide pour cet investissement? Je pense que Thomas, là, ça fait référence aussi à la notion de consortium ou en tout Ouais, cas de groupe d'acteurs dans un projet. J'ai eu oui, aussi, moi, de mon côté, des questions sur la manière dont pouvaient être éventuellement répartis les financements, s'il y a une répartition possible par partenaire dans un projet. oui, pour moi, dans la mesure où on a indiqué que des consortiums pouvaient déposer, ça peut rentrer, dans le cadre des dépenses éligibles et faire l'objet d'une subvention. Mais dans ce cas-là, techniquement, il faudra que, bah, en fait, il y aura un dossier de candidature, mais il faudra bien avoir les pièces administratives de chacun des porteurs parce que nous, administrativement, bah, on attribuera une subvention par bénéficiaire et pas au consortium d'une manière globale, quoi. C'est un peu de lourdeur, mais oui. Est-ce qu'on peut lancer les travaux avant d'avoir la subvention? Oui, vous pouvez lancer les travaux dès lors que. Alors, déjà, dès lors que vous avez reçu un accusé réception de votre dépôt de demande. Nous, on peut prendre en charge les dépenses engagées à partir de ce moment-là. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait un trop grand délai entre l'achèvement des travaux et la subvention. Ça, c'est notamment dans le cadre des projets ENR. C'est une jurisprudence au niveau européen qui est un peu contraignante. Mais oui, vous pouvez lancer les travaux en avance de phase. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Après, On- c'est on- c'est toujours l'acceptation du risque. Si, in fine, la subvention n'est pas attribuée, ben, voilà, il faut que vous vous assuriez que vous pouvez toujours les financer. il y a encore une question là sur la partie donc les investissements de matériel sont-ils amortis sur la seule durée de projet ou peut-on affecter toute la valeur? C'est une bonne question. Je pense que faudrait voir après, parce qu'il y avait des questions sur du petit matériel ou vraiment du gros investissement. J'aurais tendance à dire comme ça qu'on est quand même sur la durée du projet, malheureusement. Après, il faudrait voir vraiment le contexte du projet spécifique et qu'on regarde plus précisément pour voir si on peut l'élargir. Je ne sais pas si s'il y a déjà une idée précise là, du projet qui est évoqué ou si c'est une question d'ordre général. Juste peut-être pour préciser, Aurélien, on a bien les investissements, si admettons qu'il y a des investissements par rapport au système de production d'énergie renouvelable ou au système de stockage, on est sur un investissement, comment dire? Du coup, on va être sur une subvention qui va être forcément sur une partie de cet investissement. Du coup, la question, est-ce qu'on regarde l'amortissement ou on regarde vraiment, l'investissement brut? De manière générale, parce que là, on parle de matériel, il y a la partie matérielle, la partie, centrale ou production ou stockage. Ouais, là, il faudra qu'on regarde vraiment du coup, le business plan, enfin les éléments qui sont fournis pour qu'on puisse affecter ça. Voilà, suivant les projets, parfois on prend l'investissement brut en tant que tel et parfois on regarde vraiment l'amortissement sur la durée du projet. OK, merci. Donc je vois qu'il y a une personne qui est arrivée en retard donc, au webinaire, qui, nous pose la question donc, des montants maxi en R&D de la subvention. Alors, on précise que ce n'est pas de la recherche et développement, mais de l'innovation. Et là, je vous ai remis la page qui concerne, la partie, des montants maximum d'aide qui ont été présentés, tout à l'heure par Thomas Platt. Mais, bon, s'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser. Mm. Et donc, juste pour revenir sur ce point du budget, bah, voilà, n'hésitez pas à aller chercher toutes les sources de financement que vous pouvez parce que là, on a indiqué un plafond à 200 000 euros. Comme vous l'avez compris, on n'a pas non plus une enveloppe
large et il est possible que les élus, s'il y a de nombreux projets de qualité, souhaitent favoriser le maximum de projets et qu'on n'atteigne pas ce plafond. Donc voilà, c'est un petit point d'alerte. On a lancé un autre appel à projet en début d'année concernant de la méthanisation et c'est vrai on était dans ce cas de figure où on avait beaucoup de projets au regard de l'enveloppe disponible, beaucoup de projets de qualité et in fine, le taux de subvention était un peu en dessous de ce que les porteurs avaient calculé dans leur modèle économique. Donc voilà, n'hésitez pas. Déjà, si cet appel à projet, il sera probablement sélectif et il y aura des choix à faire, mais on n'aura pas forcément une enveloppe très élevée pour tous les projets. Et puis, j'allais dire, en complément de ce qui Thomas, il existe aussi une feuille de route régionale sur l'hydrogène. On aura un autre moment l'occasion de vous la partager. Donc, s'il y avait vraiment des projets dédiés au stockage d'hydrogène et que nous, on voyait que cet appel à projet-là, du coup, était submergé de demandes et permettait de ne pas passer l'ensemble des projets, voilà, on peut regarder aussi en interne chez nous, voilà, s'il y a d'autres moyens de faire passer des projets. Alors là, je pense à l'hydrogène, mais ça peut toucher d'autres briques technologiques, du coup, en lien avec la Dynamic Smile. Alors, je vois une question de Bernard qui demande s'il y a une soutenance orale. De toute façon, nous, techniquement, on est ouvert à échanger avec tous les porteurs de projets par mail, par oral ou autre. Je sais pas ce que tu as en tête. Est-ce que ce serait une présentation des projets devant le comité de sélection directement par les porteurs? Pour l'instant, on l'a pas prévu. Je sais pas quel format tu imagines pour cette soutenance, Bernard? Compte tenu, bonjour à tous, compte tenu des montants financiers qui sont de l'argent public, c'est toujours un peu délicat, je trouve, de sélectionner des projets uniquement sur un petit document écrit, mais aussi important soit-il. Et que avoir des informations complémentaires, des éclaircissements, des clarifications sur une petite soutenance de 10 minutes, un quart d'heure, si tu veux, je trouve que c'est pas inintéressant à partir de quelques projets présélectionnés à chaque étape. Voilà. Donc c'est une réflexion plutôt qu'une demande, hein, parce que la limite, pour les porteurs de projets, c'est à la fois intéressant et à la fois plus lourd, quoi. Dans tous les cas, on vous invite à prendre contact avec nous en amont du dépôt et ou après pour nous présenter tous les éléments de contexte, de philosophie ou autre sur le projet. On est preneurs de ces infos et ça vient nourrir la sélection des projets, bien sûr. Après, une soutenance en bonne et due forme, on peut le proposer. On peut se le noter, mais je suis pas sûr de pouvoir répondre sur ce point-là. Alors, peut-être pour faire le lien entre la soutenance des projets et puis la question d'après sur l'homologation SMILE des projets, comme l'avait dit Thomas aussi, il y a effectivement un regard bienveillant sur les projets qui seront homologués SMILE. Et dans le cadre de l'homologation du projet, il y a effectivement des échanges avec des groupes d'experts. Et donc, il y a des temps d'échange oral justement sur les projets pour bien comprendre et analyser le projet qui est déposé. Donc, effectivement, il y a déjà un travail technique qui est fait sur les projets. Donc, nous, on aura plutôt un regard bienveillant sur ce volet-là parce qu'on sait qu'ils rentrent vraiment dans cette dynamique SMILE avec un regard d'expert croisé sur ces questions-là et des précisions qui seront déjà apportées sur les projets. Donc, on a plutôt un avis favorable sur ces projets-là. Après, là aussi, on sait bien qu'on a un timing par rapport à l'homologation des projets. Donc, on voit bien que si un projet qui était tout à fait pertinent, mais qui en termes de temps permettrait pas de le faire homologuer SMILE, c'est pour ça qu'on reste ouvert effectivement à l'ensemble des projets qui peuvent être amenés en région. Juste peut-être Aurélien pour préciser la méthodologie de SMILE. En fait, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on a un processus avec un dossier qui définit le projet sous toutes ses dimensions, que l'on réceptionne au niveau de la coordination, à savoir donc Eric et moi-même
au niveau Pays de la Loire. Et ensuite, on échange donc avec le groupe expert scientifique et technique, si besoin avec les autres. Mais à partir du moment où on réceptionne ce dossier, enfin cette fiche projet Smile avec les éléments, comment dire, principaux du projet, même si tout n'y est pas encore, on qualifie ce projet comme accompagné par Smile. Ça veut dire qu'il est dans une phase où il va être suivi par l'équipe Smile et ensuite faire l'objet d'une potentielle homologation. Alors, au moment du dépôt du dossier à l'appel à projet, si le projet n'est pas encore homologué, ce n'est pas un problème, puisque ça voudra dire de toute manière qu'il est en échange et qu'on est, déjà en train de travailler avec vous sur le projet via l'accompagnement. Donc, l'objectif, commun que l'on a, c'est, de donner toutes les chances de réussite au projet avec un S. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et effectivement, il y a des échanges, oraux aussi bien avec nous, coordination, qu'avec, les groupes experts, selon les besoins. Je propose de continuer sur les autres questions. Là, je vois qu'il y a, une Ouais. question sur les aides aux études de faisabilité peuvent-elles être allouées à de la R&D technique pour adapter une solution déjà existante? Oui, alors comme c'était dit dans l'appel à projet, on a 2 entrées sur le volet innovation. Soit c'est une brique technologique qui est particulièrement innovante, soit c'est des solutions qui sont déjà existantes, mais sur lequel l'agencement, permet un usage, quelque chose qui est assez innovant. Donc on peut tout à fait imaginer que l'étude préalable permet d'adapter, une solution avec des briques qui sont déjà effectivement existantes. Enfin, pour moi, comme ça, telle que la question est posée, je vois pas de difficulté. Alors, il y avait besoin aussi d'une précision sur le lien entre la subvention et l'homologation Smile, c'est ça? Alors je ne sais pas si du coup la description qu'a fait Rachel sur le processus d'homologation était suffisante et y Oui, répondait? Oui? oui, Léo Dalmar, Supergrid, oui, je crois que ça y répondait complètement. D'accord. Merci. Après, je tiens à préciser que Smile n'a aucune, comment dire, souveraineté sur la décision prise pour, la subvention. C'est bien le conseil régional qui définit, qui sélectionne, qui définit si oui ou non il y a une subvention par rapport à un projet Smile. Il se peut qu'il y ait des projets malheureusement, d'homologation Smile qui n'aient pas de subvention dans le cadre de cet appel à projet. Ça après tout dépend de la décision, comme le disait Thomas, de savoir si, il y aura une volonté d'avoir, le maximum de projets avec une aide ou si pour certains, projets, ce sera une aide, assez importante. Ça encore une fois, ça va vraiment dépendre de vous autres, à savoir, ce que vous allez, déposer et du coup, ce à quoi va être, à quoi on va faire face, on va dire, collectivement sur le nombre de projets et leur contenu. Oui. Et j'ajoute que on les a pas encore cités, mais vous voyez bien leur logo. L'ADEME est un partenaire technique important aussi pour nous et on a souhaité l'associer à cet appel à projet. Alors, non pas financièrement, parce que les appels à projet innovation au niveau de l'ADEME sont gérés par par des appels à projets nationaux. Donc mais par contre, techniquement, on a bien associé la délégation régionale de l'ADEME dans la boucle et notamment au comité de sélection. Donc on aura aussi cet avis technique complémentaire, étant précisé que, in fine, la décision d'attribution, elle sera du ressort des élus par le biais de l'ACP. Donc c'est ce que disait Rachel. Il se peut que les élus suivent les propositions du comité de sélection ou rajoute des projets quitte à changer un peu la donne en taux de financement. Bref, voilà. Le process tel qu'il est. Donc voilà, en synthèse, mais vous avez tous les éléments. L'idée, c'était d'avoir un appel à projet qui était un peu large, donc qui est peut-être, voilà, c'est peut-être du point de vue du porteur, pas non plus évident de savoir exactement, on n'est pas à une case précise, un projet précis. Voilà, on peut prendre en charge des coûts liés aux études, aux investissements. On est sur 2 vagues pour l'instant. Je vous ai remis dans le PowerPoint le lien de téléchargement du cahier des charges, mais vous l'avez probablement eu déjà. Et puis aussi mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à contacter Rachel, Aurélien,
moi, j'ajoute aussi Simon qui était par là. Là, une question sur les pôles de compétitivité. Oui, tous les signes de qualité sont les bienvenus. Donc, une labellisation par un pôle de compétitivité est aussi bienvenue. Et j'ajoute à la liste des interlocuteurs qu'il ne faut pas hésiter de contacter, puisque Stéphane, tu posais la question, n'hésitez pas à vous rapprocher de S2E2. Voilà, que ce soit tous ces interlocuteurs-là peuvent aussi vous mettre en réseau, en contact avec peut-être des porteurs d'autres briques d'un projet potentiel. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous appuyer sur les pôles, sur la Dynamic Smile, sur les clusters, sur le Collège des transitions énergétiques et sociétales. Voilà. Et à nous poser des questions avant, après le dépôt. Il n'y a pas de souci, on est là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions encore. Si c'est conforme à ce que vous attendiez, ce que vous avez compris de l'appel à projet. Si vous voulez ajouter quelque chose. Peut-être que Thomas, je ne sais pas, comme il y a des gens qui sont arrivés un peu en retard, est-ce que tu pourrais revenir sur le dossier, plutôt sur la partie note descriptive du projet? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une, comment dire, une quantité de pages? Enfin, comment vous Il y a réceptionnez pas, les dossiers? ouais, il y a pas de, c'est vrai, on n'a pas de format type. On n'a pas. Peut-être qu'il faudra qu'on y pense à l'avenir, à un formulaire, mais il n'y a pas. Enfin, c'est. Si vous avez un avant-projet détaillé, on prend. L'idée, c'est vraiment que cette note puisse, sur la base des critères de sélection, nous permettre, voilà, qu'on puisse nous après proposer au comité de sélection notre analyse des projets. Donc, bah, il faut une présentation du projet et de ses partenaires, des finalités globales, de la puissance installée, des technologies employées, du calendrier. Et puis, il faut une analyse technico-économique, un business plan qui permette de dimensionner le besoin de financement, notamment. Et puis, après, c'est la diapo précédente, enfin, je crois, ou encore avant, c'est la liste des critères de sélection, finalement, qui vous permet aussi de voir ce qu'il faut mettre en avant, ou peut-être, voilà, qui vous permet de voir ce qu'il faut mettre en avant dans votre note technique. Il faut que la note technique nous permette de nous faire une opinion sur l'ensemble de ces critères. Je ne sais pas si Smile, ouais, vous avez vous des documents un peu type qui. Oui, alors on a effectivement une fiche projet détaillée qui prend en compte à peu près les éléments que tu viens de citer, et qui est vraiment qui peut être ajustable. Peut-être ça peut-être à discuter. Relien, toi tu connais bien le formalisme de ces fiches projets. La question est posée effectivement, est-ce que ça peut servir dans le cadre de cet appel à projet? Moi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire oui. Après, peut-être que vous attendez des annexes ou des choses qui permettent d'être un peu plus abouti, par exemple, sur le business plan, parce que on n'a peut-être pas la même exigence vis-à-vis de cette analyse-là, vis-à-vis d'une recherche de financement. Enfin, je te laisse Bah, compléter, Aurélien. non, c'est ça, tout à fait. Effectivement, dans le processus MAI, il y a cette fiche là qui permet de poser la synthèse, les objectifs poursuivis, les briques développées. Donc, ça répond effectivement, on va dire, aux critères techniques plutôt là, de la philosophie du projet. Après, sur le business plan, comme on est sur un volet un peu plus voilà, d'innovation, je pense qu'il y aurait besoin de détailler un peu plus qu'uniquement les éléments qui sont posés dans la fiche en tant que Smile. Donc là, il y a besoin, mais ça peut être mis sous forme d'annexe, hein, sous forme d'éléments, mais il y a besoin de détailler un peu plus ces volets-là. Et après, en fonction du caractère innovant là, de la solution qui est proposée à l'appel à projet, ça peut parfois nécessiter aussi des détails un peu plus précis sur ce caractère innovant. Alors que la fiche MAI, il est plutôt dans ce qui est, on va dire, partager des éléments assez synthétiques. Donc j'aurais tendance à dire que ça peut être nécessaire de le détailler, mais c'est une bonne base de travail en tout cas.
Et effectivement, là, je vois plutôt une remarque sur reprendre les travaux qui ont permis à l'homologation Smile. Tout à fait, exactement. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions par rapport à l'appel à projet ou aux différents interlocuteurs présents. S'il n'y a pas d'autres questions, enfin voilà, c'est pas gênant. On avait prévu un temps un peu plus long, mais ça veut dire qu'on a dit l'essentiel et que ce que vous attendiez était là. Ce que l'on va faire, nous, c'est, j'avais oublié et je m'excuse par avance de vous prévenir, mais nous avons enregistré ce webinaire pour permettre éventuellement de le mettre à disposition sur le site Smile, de manière à ce que les gens qui n'ont pas pu participer ce matin aient les réponses à leurs questions. Enfin, par ailleurs, on vous renverra du coup tous les contacts si besoin est pour ceux qui nous connaissent un peu moins. Et on mettra à disposition, bien sûr, cette présentation. Ah, attendez, il y a encore une question. Quel engagement pour un porteur de projet vis-à-vis de Smile lorsque nous souhaitons travailler en collaboration sur un projet en phase étude, en phase exploitation? Alors, peut-être si vous pouvez préciser, la question. Donc oui, bonjour. Lorsqu'un porteur à projet se travaille avec Smile, je souhaitais savoir qu'est-ce que cela engageait. Est-ce que en phase de projet, on devait faire une collaboration qui nécessitait un partage de l'ensemble des éléments? Et en phase d'exploitation, est-ce qu'il y a une nécessité de communiquer l'ensemble des données d'exploitation avec l'accompagnant Smile? Je souhaitais savoir un petit peu comment se déroulait cette collaboration, cet accompagnement de la part de Smile. Je vous remercie. alors, dans les projets qui aujourd'hui sollicitent Smile, les porteurs de projets, on est dans une phase effectivement d'accompagnement dans un but de voir les projets donc se déployer opérationnellement sur un premier site de déploiement. Donc on est vraiment sur des projets plutôt pré-industriels avec de l'innovation pour la plupart d'entre eux portés sur le modèle économique ou sur des aspects sociétaux, juridiques ou réglementaires. Il reste pour certains d'entre eux donc des briques technologiques à développer. L'idée dans l'accompagnement, c'est que au-delà de l'homologation, qui est une phase, à va dire, d'acceptation du projet au sein du dispositif Smile, qui permet donc du coup d'avoir accès à l'offre de service Smile en termes donc de développement de projet, mais aussi en termes de rayonnement du projet. Donc ça signifie derrière que on propose des échanges réguliers entre porteurs partenaires du projet et l'équipe Smile pour le valoriser au travers de ces outils de communication que sont les sites web, le showroom et éventuellement d'autres médias de façon occasionnelle. Comme je l'ai dit en introduction, on a récemment réalisé un book des projets, donc ça en fait partie. C'est quelque chose qui permet de communiquer sur les projets et donc pour les porteurs d'être valorisés au sein de l'écosystème Smile, mais aussi au-delà, au niveau national, voire européen, international. Ça, c'est pour la partie donc valorisation. Après, au-delà de ça, dans la partie développement du projet, on a donc cette phase amont de construction du projet. Et ensuite, une fois que l'homologation est engagée et que le projet se lance, on a un suivi régulier que l'on fait avec dans l'optique donc d'en regarder donc d'être à jour dans la définition du projet, parce qu'il peut y avoir des évolutions, mais aussi dans un objectif de regarder donc la performance du projet sous toutes ses coutures, si je peux m'exprimer ainsi, donc aussi bien sous l'angle énergétique qu'économique, ou encore sur les retombées qu'il peut y avoir en termes d'emploi ou de développement, de réplication des projets. Donc c'est un objectif vraiment de permettre au projet d'être suivi et de pouvoir se répliquer à terme. Donc le lien entre Smile et le porteur ne s'arrête pas au jour de l'homologation, il se fait après au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, on a mis en place une méthodologie de suivi
qui nous permet d'avoir un entretien avec le porteur, on va dire, à peu près tous les 6 mois, tous les 6 mois, du coup, à travers un panel d'indicateurs, on suit le projet et on échange sur, à la fois ses succès et à la fois ses difficultés. L'objectif étant de pallier aux difficultés et de valoriser donc tous les succès. Donc j'espère avoir à peu près répondu en quelques mots à la question. Et si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu moins Smile, qu'il y ait un échange plus particulier, pour mieux comprendre, on est bien évidemment disponible et on peut se faire un entretien spécifique en bilatéral. Alors, il y a de nouvelles questions. C'est très clair, il n'y a plus qu'à candidater, allez-y. Il y a une question là, donc la subvention max est de 200 000 €. Quel est le pourcentage maximal de l'investissement qui peut être couvert par cette subvention? Alors là, Thomas vient de répondre en partie par, du coup, par chat. En fait, il n'y a pas de montant maximal parce que notre intervention va s'appliquer sur un taux. Et en fait, en fonction de l'analyse juridique du projet, est-ce que c'est une petite entreprise, une grande entreprise, est-ce que on va appliquer le régime CAD-RD, est-ce qu'on va appliquer le régime CAD environnement? Là, c'est l'analyse au cas par cas du projet qui va nous permettre d'appliquer un régime de notification de l'Union européenne et du coup, on va appliquer un taux. Et donc, ce taux, il peut être de 20, 25, 50%, 70% sur des études. Et donc, de fait, il faut que notre intervention masse soit de 200 000 €. Donc, en fonction du taux maximum qu'on va appliquer, ça va définir l'investissement maximum. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite à vous donner. Mais voilà, ça peut vous donner un. Il faut vraiment que là, qu'on analyse au cas par cas le projet et l'analyse juridique le dira. C'est peut-être pas très clair ma réponse, mais. Par C'est exemple, le problème de la réalité la c'est ça. réalité des Si on c'est très a un clair. taux d'intervention dans un régime CAD qu'on va devoir appliquer qui est de 20%, ça veut dire que sur un projet d'1 million d'euros, si on applique 20%, on va être à 200 000 € d'intervention. Donc là, l'investissement maximum, alors il peut être plus, mais nous, on pourra intervenir que jusqu'à 200 000 € parce qu'on applique un taux de 20%. Si on est à 500 000 et qu'on doit appliquer 20%, alors on pourra monter qu'à 100 000 €. Là, c'est vraiment l'analyse au cas par cas juridique du projet qui pourra nous le dire et nous le définir. Est-ce qu'il y a donc d'autres questions? Juste c'est une info là, sur ce que je vous mets. C'est peut-être un peu ardu. Les systèmes d'aide, c'est quelque chose qui est parfois connu, parfois moins. En fait, c'est intéressant, même du point de vue des porteurs, de se les approprier parce que c'est en théorie toutes les subventions publiques, qu'elles soient attribuées par l'État, par les collectivités, par des régions, par d'autres types de collectivités, sont soumises à cet encadrement communautaire et c'est important de bien savoir positionner son projet. Beaucoup de réponses aux questions qui peuvent se poser sont aussi là-dedans, quoi. Les seuils, comme disait Aurélien, sont dans les systèmes d'aide. Le numéro que je vous ai donné, SA40 265, ça c'est le système d'aide de l'ADEME, donc c'est aussi intéressant de l'avoir. Et tous ces documents, vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc, c'était une info para appel à projet, mais qui est importante à avoir en tête pour les porteurs de projet. Juste, Thomas, un dernière question ou précision. J'ai eu des échanges là récemment avec différents interlocuteurs sur le montage de ces projets par rapport à ces dossiers. Tu as exprimé donc que des entreprises pouvaient déposer, des associations. J'imagine que des collectivités peuvent aussi déposer en propre pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Où il peut y avoir un coportage, enfin tout est ouvert sur Ah oui, j'ai pas repris la liste. Vous le trouvez aussi dans le texte de l'appel à projet, dans le cahier des charges. Oui, il n'y a pas de, à part des particuliers finalement, ou à part des particuliers ou l'État, j'ai envie de dire,
tout type d'acteur peut candidater. Ça peut aussi être des syndicats, par exemple des SDE ou autres, il n'y a pas de problème. Ok, merci Thomas. Ah, de rien. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une petite dernière question? Moi, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Thomas Platt et Aurélien Baggio, donc de la région des Pays de la Loire, qui sont donc au sein de la direction de la transition énergétique et de l'environnement. Merci à tous pour votre participation et vous l'aurez compris, on espère qu'on a répondu à vos questions et que ça permettra de développer les projets pour lesquels vous souhaitez un peu de soutien. On vous revient vers vous avec les contacts et la présentation mise à disposition et n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit Thomas, Aurélien, Éric Mathieu et moi-même, Rachel Guillotot. Au revoir à tous. Au revoir.